et merci de votre participation pour ce webinaire qui va porter sur la conception, le développement et la sécurisation des engins off-road hautement automatisés. Alors, en sachant que l'automatisation partielle ou totale de ce profil de machine, c'est un enjeu prioritaire pour les acteurs du secteur. Ça offre à la fois un levier de compétitivité additionnel et puis ça permet d'autres facteurs additionnels, notamment soulager l'exploitant de certaines tâches qui peuvent être assez pénibles. Ça permet aussi de renforcer l'attractivité de certaines professions. Alors, la massification de ce type de véhicule, elle n'est pas encore réalisée. Les travaux qui sont menés actuellement sont assez structurants et puis ça permet de poser les fondations concernant les aspects de fiabilité, de sécurité et puis aussi d'acceptation de ce type de véhicule automatisé en fonction de différents cas d'usage. Alors, vous l'avez vu dans le support préalable à l'engagement de ce webinaire, ID4Car est partie prenante de ces dynamiques sur le développement de ces véhicules automatisés. Et nous, on accompagne au quotidien le montage de projets innovants dans le domaine. Alors, il y a des projets qui ont déjà abouti finalement à des produits qui sont actuellement mis sur le marché. Et puis, il y a des projets qui sont en cours, souvent hautement confidentiels, parce que, encore une fois, c'est un gain de compétitivité pour les acteurs et fabricants d'engins off-road. En termes d'organisation, sur ce webinaire, pour les participants, vos micros et caméras sont coupés. Vous avez à disposition au niveau alors soit du chat, soit sur la section questions-réponses, de poser vos questions aux intervenants. Et nous, à l'issue de chaque présentation, on reprendra les questions qui sont posées et on aura un petit temps d'échange à l'issue de chacune des présentations. Également, pour vous indiquer qu'on va diffuser un sondage à l'issue de ce webinaire, l'idée étant de recueillir votre avis sur le déroulé de ce webinaire et puis également d'identifier d'éventuels besoins à vos niveaux dans le domaine des machines automatisées. Alors, je vais laisser ensuite les différents intervenants se présenter à l'entame de chacune des présentations, simplement pour vous indiquer que le webinaire il va se dérouler en 3 temps. Donc, une première présentation générale sur les principes de conception des engins autonomes avec un certain nombre de cas d'usage qui vous seront présentés. Donc, entre guillemets, les grands principes et des cas d'usage types. Et donc, qui sera réalisé par Vincent Dupourquet de la société Compile Robotics. Un deuxième temps, focus sur la partie sécurité des systèmes embarqués et qualité, avec les notions de cybersécurité qui sont très importantes dans le contexte du véhicule autonome, et donc réalisé par Yacine Tamoudi de la société Kereval. Et puis une dernière présentation, une coprésentation réalisée par Philippe Héritier de Minrae et Diomed Denis de Sharpa Engineering sur l'évaluation des fonctions de sécurité pour soit de l'agricole, soit des machines agricoles autonomes, robotisées, ou des engins off-road de façon plus générale. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la main à Vincent Dupourquet pour la première présentation de la session. Merci à vous. Ok, merci Sébastien. Bonjour à tout le monde. Je vais partager ma présentation. Voilà, je vais cliquer là-dessus. Donc, moi, je vais vous parler de la conception et de la réalisation d'engins plutôt non routiers. Donc, c'est tout ce qui sort du code de la route, en fait. Ça peut être sur route, mais hors code de la route. Donner quelques principes de base et également quelques exemples. Donc, cette présentation a été faite conjointement avec Mefta Grissi, notre CTO, et Mathieu Lemaître, notre coordinateur technique. Je vais d'abord présenter rapidement la société. Je vais essayer de dresser les principes de robotisation des véhicules que nous utilisons, nous. Bon, c'est assez bien généralisé, je pense, dans la profession. Et je vais donner une série d'exemples que nous avons réalisés pour pouvoir bien vous permettre d'illustrer ces techniques.
Donc, nous sommes une startup créée en 2016 dans la continuité de Robosoft, qui était un pionnier de la robotique de service, qui est devenu EasyMile pour se concentrer sur les véhicules autonomes de transport. Et nous avons racheté un certain nombre d'actifs logiciels et matériels pour créer Compay Robotics. Nous sommes 12 personnes à Biarritz. Notre compétence, ma foi, c'est les solutions de robotique avancées B2B dans le monde des services. On ne touche pas pour l'instant au domicile. Et ce qu'on sait bien faire, c'est concevoir des robots de service, surtout en décortiquant les usages avec nos clients, puisque il n'y a pas, de notre point de vue, beaucoup de cas identiques. Il faut d'abord partir des usages pour savoir la techno qu'on va employer. On sait fabriquer, installer des prototypes, on sait accompagner nos clients à l'industrialisation et à la certification, qui est un des sujets, en plus de la sécurité, dont je ne vais pas du tout évoquer, parce que ce n'est pas notre métier. Et nous accompagnons le maintien en condition opérationnelle parce qu'un véhicule robotisé ne s'utilise pas de la même manière qu'un véhicule conduit. Ça nous conduit à deux activités, donc la réalisation de robots à la demande, et nous essayons de développer nos produits propres dans le domaine de la santé à travers le robot Compay que je ne vais pas évoquer ici. Nos technologies, donc nous sommes des automaticiens à la base, on fait du contrôle-commande, de la navigation. Notre patrimoine, c'est une suite logicielle qui est constituée de 3 niveaux. D'abord, un niveau qu'on appelle Pure, qui est vraiment le bas niveau, la sécurité matérielle, l'interfaçage matériel. Un bloc qui s'appelle ComNav, qui est les algorithmes de navigation qui donnent l'autonomie et une forme d'intelligence au robot. Et un troisième niveau qu'on appelle l'Ocaria qui sert à la supervision puisque les robots sont amenés de plus en plus à fonctionner en flotte. Il faut les coordonner, il faut les superviser, il faut les contrôler à distance, il faut faire du suivi d'exploitation et des statistiques. Pure et ComNav sont plutôt embarqués, l'Ocaria est plutôt débarqué. Et on a en plus de nos plateformes logicielles des gammes de robots génériques plutôt routiers, plutôt tout-terrain, 2 roues, 4 roues, 6 roues, qui sont des références design desquelles on peut partir pour réaliser des robots sur demande. Et je dirais que la conception de robots autonomes, ça relève un peu d'un puzzle, une forme de jeu de construction. En fait, il faut choisir les bonnes briques technologiques et bien les assembler, embarquer et débarquer. Par exemple, dans le véhicule lui-même, tout commence par ce qu'on appelle le bas niveau. Il y a aussi des modules de génération de trajectoire qui sont spécifiques, des modules de localisation, c'est ce qu'on appelle les SLAM vidéo et 2D ou du GPS, et des interfaces homme-machine embarquées ou débarquées. Et de l'autre côté, en dehors, on a classiquement le fleet management avec des schedulers qui permettent de faire la synchronisation entre les robots et tout ce qui est édition de cartes, visualisation, statistiques d'exploitation et contrôle à distance. Et en fait, si vous voulez, ce puzzle se fait avec des briques maintenant toutes à peu près fonctionnelles. Ah, j'ai un petit souci. Ah ouais, voilà. Alors, comment on constitue un système de robotisation? Il s'agit d'abord de définir les missions à réaliser. Ça, pour nous, c'est le plus important. C'est ça qui conditionne tout le reste. Il faut le doter d'un système de localisation. Donc, on va voir les différents systèmes de localisation qu'on peut utiliser. Pour ça, il faut des systèmes de perception et un module de décision qui finalement compile toutes ces informations, qu'est-ce qui doit être fait, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on voit de l'environnement. Et on va décider comment activer les actionneurs, c'est-à-dire toucher la direction, la vitesse, le freinage essentiellement, et bien sûr sur les servitudes que sont les lumières, on a mis les clignotants, les gyrophares, ça peut être également les outils embarqués. Ah bah décidément, je n'arrive plus à passer. Ah voilà.
les principes de robotisation, est-ce que vous voyez ma bande noire en bas ou pas, non? On ne voit pas de bande noire, on voit une bande bleue, on voit les véhicules D'accord, en noir. parfait. Enfin, moi, je suis Voilà. en partie caché, mais ce n'est pas grave. Le principe de la robotisation, donc, ça consiste à prendre pour n'importe quel type de véhicule, je dirais, les quatre éléments suivants. Savoir piloter la direction, donc soit on motorise le volant avec un équipement extérieur, soit on met un moteur, donc on motorise les pédales, frein et accélérateur directement et indirectement, idem pour la boîte de vitesse, et en général, on utilise la prise diagnostique pour piloter les éléments électriques existants déjà dans le véhicule. Ça se fait avec deux calculateurs embarqués. Un premier, le blanc, qui est un calculateur qui pilote la mécanique, et le rouge, qui est plutôt le calculateur de navigation, qui est interfacé au capteur extérieur pour faire de la localisation, de l'anticollision et pour faire l'interfaçage avec la supervision et le pilotage à l'aide d'un gamepad ou d'un outil comme ça. Voilà, il y a différents... Ouais. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas passer. Voilà. On identifie, donc ça, c'est ça qui fait qu'un véhicule robotisé est un petit peu différent. Il y a plusieurs acteurs dans la robotique, enfin dans les véhicules robotisés. Bon, le premier, c'est bien sûr celui qui va opérer le robot, celui qui va l'exploiter, c'est lui qui définit un petit peu les conditions. Dans la chaîne de valeur, le fabricant du véhicule, qu'il soit à la demande ou un véhicule de série, doit l'équiper d'un contrôleur. Ça, c'est notre boulot. Donc, nous travaillons avec le fabricant. Et ensuite, il y a entre le fabricant et l'opérateur, en général, un intégrateur qui prend les véhicules robotisés et qui les intègre dans l'environnement. Par exemple, piloter les feux rouges, ouvrir les portes, faire de la signalisation. Et en fait, tout ça, ça oblige à avoir des modules logiciels qui, à chaque étape, pour le fabricant de véhicules, c'est le contrôle commande que j'ai détaillé. Pour l'intégrateur, on lui fournit des outils de paramétrage des systèmes de gestion. Et pour l'opérateur, on lui fournit une aide à l'exploitation et à la téléopération. Voilà, ces acteurs sont un petit peu différents que ceux des véhicules traditionnels. Un petit schéma de principe pour les techniques de navigation. Donc, tout se situe en fait dans le système de décision qui est lui alimenté par les instructions du cas d'usage, c'est-à-dire faut faire quelque chose, aller quelque part. C'est lui qui génère les trajectoires à partir de deux types d'informations, la localisation et les sécurités qui viennent se superposer bien sûr à la consigne. La localisation, aujourd'hui, se fait par fusion de données. En général, on met dans un Kalman un certain nombre de capteurs pour avoir de la redondance, de la fiabilité. Et on utilise des lasers 2D, 3D, des GPS, de l'odométrie ou de l'inertiel. Et en fait, on combine les trois pour quand on perd le GPS, on peut passer momentanément en odométrie, voire en inertiel. C'est l'intérêt des méthodes de fusion qui maintenant sont bien au point. Et du côté de la sécurité, c'est pareil, il y a une panoplie de capteurs, donc c'est plutôt des radars, des caméras, voire des sonars ultrasons qui permettent de détecter, voire d'identifier les obstacles. Et ces informations rentrent dans un système de décision qui génère les trajectoires en temps réel en prenant en compte les contraintes de l'environnement, qui contourne les obstacles et qui peut même être complété par des technologies d'intelligence artificielle, par exemple, commencer à mettre du prédictif dedans en détectant des piétons en anticipation qui ont l'intention de traverser la route et en ralentissant, ou un cycliste qui se promène sur le chemin sur lequel nous sommes et qui doit nous faire dévier de la trajectoire. Comment on développe ces applications quand on robotise un véhicule? Donc, la partie rouge, c'est la partie
que je qualifierais de générique, c'est-à-dire chaque véhicule de base, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est d'installer les modules rouges, c'est-à-dire de mettre tout ce qu'on appelle le bas niveau, la sécurité, la commande des actionnaires, et de paramétrer le module de navigation sur lequel on dispose à travers des API HTTP d'un dashboard, c'est-à-dire un panneau de contrôle. Et ensuite, on développe la partie applicative et la partie spécifique à l'usage dans les boîtes bleues, c'est-à-dire ce sont des interfaces, des IHM spécifiques à l'application, des algorithmes qui modifient la navigation et le comportement. Et là, on peut appeler toutes les bibliothèques open source de ROS qu'on peut intégrer dedans. Et bien sûr, on peut piloter avec un système extérieur le bas niveau ou la navigation. Alors, je vais vous donner quelques exemples de nos réalisations. Bon, les premiers, quasiment les plus anciens, c'est les véhicules d'épargne d'attraction qui transportent les gens sans chauffeur. Donc, on a développé 2 principalement, dont un qui est toujours en service, le Simsorov, qui a une vingtaine d'années maintenant. Vulcania a été arrêté après 10 ans de service. Des véhicules qui emmènent 30 personnes jusqu'à 15 à l'heure, qui ont une tonne de batterie, donc ça donne une vingtaine d'heures d'autonomie. Et le premier est guidé avec un GPS et une centrale inertielle, le deuxième au sol. Ils ont le même type d'anti-collision et on a dépassé largement les 3,5 millions de passagers sur ces 2 systèmes. Dans ce cas d'application off-road, c'est dans les parcs d'attraction ou dans les sites privés où le code de la route ne s'applique pas du tout. On travaille avec les exploitants autoroutiers, APRR. Là, c'est une flèche lumineuse de rabattement autonome. L'idée, c'est d'éloigner le personnel des zones à risque. Et les zones à risque, ce sont les chantiers, la signalisation des débuts de chantier sur les autoroutes qui sont très, très accidentogènes. Et donc, en fait, en enlevant le personnel et en mettant les systèmes de signalisation, là, en l'occurrence, c'est une flèche qui va suivre à distance un camion pilote, on arrive à protéger le personnel. Donc là, on a pris une remorque du commerce, on a mis 2 moteurs électriques, on a pour l'instant 10 km/h, on vise 25, on a rajouté des batteries. Et en termes de navigation, parce qu'il faut quand même beaucoup de fiabilité, on a mis tous les éléments GPS, odométrie, gyro et suivi de lignes blanches en complément. On utilise laser caméra 3D et pour la certification, on a d'un côté la directive machine et d'autre côté pour le process, le CEREMA qui travaille avec nous sur ce sujet. On a bossé pour les militaires, donc c'est les VAB et les VBL, c'est des engins classiques militaires. Là, l'idée, c'était de concevoir des convois en ayant des véhicules sans chauffeur pour, là encore, éloigner les soldats du risque sur les terrains minés. Donc là, on a robotisé le VAB et le VBL en mettant des systèmes qui les transformaient en 1 heure en véhicule classique à véhicule autonome. On a été obligé de mettre en place des systèmes de communication de plusieurs kilomètres. Et en fait, dans le convoi, il y avait des véhicules vides et des véhicules avec des opérateurs. C'était plutôt téléopéré, mais une certaine partie d'autonomie. Le plus vieux, on a commencé cette belle aventure de robotisation par des compacteurs pour décharge d'ordures ménagères. C'était au siècle dernier, donc ça date, mais j'aime bien la mettre, elle est en noir et blanc. On a fait un POC, on a robotisé ce compacteur. Bon, le POC s'était bien passé. On a suivi avec un chargeur de camions à benne, c'est-à-dire sur un chantier. Il va ramasser les tas de terre et les met dans un camion. Là, on utilisait un Volvo 180. On a fait un POC en Suède aussi. On a démontré le fonctionnement. Presque 30 tonnes, hein, il pèse. Donc, il était autonome. Et là, on utilisait, comme on était sur un chantier fermé, une triangulation laser par balise fixe avec des sécurités ultrasons. On a robotisé un tracteur
pour Veolia, dont le but était le retournement des boues dans une serre. Donc Veolia a tenté, parce que ça n'a pas eu de suite, parce que finalement l'idée n'était pas si bonne que ça, pour éliminer les boues issues du traitement des eaux usées. Ils les mettaient dans des serres et ils les faisaient sécher. Ça faisait beaucoup moins de détritus à enlever. Et dans la serre, donc, il fallait retourner en permanence les boues pour qu'elles se sèchent le plus rapidement possible. On a donc complètement robotisé un tracteur d'érote de type DH100 et on a installé une navigation laser dans la serre et il tournait toute la journée à 1,5 km/h à l'intérieur. Là aussi, on a été conforme à la directive machine. Il n'y avait pas besoin de plus dans une serre. On a pris un buggy, on l'a robotisé, donc vous voyez, il n'y a plus de place à l'intérieur, mais ça fait un très très bel engin autonome à 4 roues motrices et 2 essieux directeurs qui pèse 400 kg et qui va jusqu'à 36 km/h. Voilà le type de véhicule qu'on robotise. Là, c'était pour des applications de R&D, hein. C'était pour un laboratoire universitaire. On a travaillé sur la réalisation d'un véhicule dans des centrales solaires. Donc celui-là, on l'a réalisé nous-mêmes à partir d'un véhicule électrique, 4 roues motrices, 20 km/h. Et en fait, l'idée, c'est qu'il nettoie les panneaux solaires dans cette usine de génération d'électricité. On embarque un bras, il s'arrête devant le miroir et il nettoie le miroir. Donc là, méthode de navigation classique, gyrométrie, odométrie, GPS. On a fait un minibus, on en a fait 6. Donc, vous voyez en bas à gauche le minibus de base qu'on a transformé en véhicule autonome dans le cadre d'un projet City Mobile et d'une expérimentation qui a duré 6 mois à La Rochelle. On avait les véhicules dans le centre-ville de La Rochelle. Là, on a gardé la motricité, on a motorisé le volant, on a motorisé les freins et on a modifié un petit peu la carrosserie. On a mis le guidage GPS hybride et SLAM. Alors pourquoi le SLAM? Parce que dans les petites rues étroites, on avait des problèmes de GPS. Donc on a fusionné ces deux types de localisation et classiquement de l'anti-collision. Donc là, c'est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on a un peu modifié le véhicule d'origine, mais c'était quand même très économique par rapport à la conception d'un nouveau véhicule. Là, on est parti d'un véhicule, donc c'est dans le cadre d'un projet militaire initialement, qui est devenu un projet un peu de transport ensuite. Vous voyez en bas le véhicule électrique, c'est un e-box de chez Technical Studio. Et en fait, on a pris, vous voyez l'avant, on a pris 2 avants qu'on a mis dos à dos, on a fait une cabine entre les deux et on a un magnifique véhicule à 2 essieux moteur et directeur qui emmène 1,5 tonnes ou 8 passagers ou 600 kg de charge jusqu'à 50 km/h. Bon, pour l'instant, en mode autonome, on est plutôt à 25. Hein. Un véhicule militaire de reconnaissance, 1 tonne, 6 moteurs de traction, 3 pods articulés. Là aussi, on est parti d'essieux existants qu'on a assemblés pour faire une plateforme et l'équiper des éléments de reconnaissance, même navigation, gyro, odométrie, GPS et anti-collision laser ultrason. Les véhicules classiques, ça c'est un exemple d'un Citroën C1 qu'on a équipé avec un kit de motorisation du volant, des pédales et qui permet de le transformer un petit peu comme les véhicules militaires tout à l'heure en véhicule autonome. Voilà. Donc, on en a fait pas mal. Je dirais qu'en conclusion, aujourd'hui, pour faire des véhicules autonomes, on dispose vraiment de beaucoup de briques technologiques existantes et efficaces qu'on assemble. Nous, on fournit et on aide avec les outils logiciels pour s'adapter au cas d'usage. Il faut choisir les bonnes briques, il faut bien les intégrer. Et ce qui est très, très important dans les véhicules autonomes, c'est que ça nécessite de l'AMCO, du maintien en condition opérationnelle. Il faut bien réfléchir à ce concept. Quand on robotise les véhicules, les modes d'emploi sont un petit peu différents.
Et finalement, ce qui est souvent un peu bloquant, les freins réglementaires, nous, dans la plupart des cas qu'on a traités jusqu'à présent, la directive machine faisait l'affaire pour être autorisée à exploiter. Ceci dit, la certification dépend vraiment du site d'utilisation et du cas d'usage. Donc, à chaque fois, il y a une étude particulière, mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est faisable et c'est beaucoup plus simple que sur une route ouverte, hein. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, je ne dois pas être très loin. Merci Vincent pour la présentation voilà, qui dresse à la fois les grands principes et puis une série de cas d'usage. Ça permet effectivement de se représenter que enfin, le cas d'usage est un sujet important quand on commence à réfléchir à robotiser un véhicule ou une fonction. Je vais voir effectivement au niveau chat si on a des questions, n'hésitez pas à en poser. Alors on a une question de M. Guégan. Alors, vous y avez plus ou moins répondu, je pense. Elle était peut-être amont à ce moment-là de l'intervention. C'est au niveau de la détection d'obstacles. Voilà, quel type de capteurs vous utilisez ou vous mettez en œuvre. Donc, de ce qu'on comprend, ils sont assez différents selon le cas d'usage en question. Et la question sous-jacente, c'est est-ce que vous êtes sûr de détecter notamment les êtres vivants en fonction des cas d'usage que vous avez présentés. Voilà. Oui, alors c'est un bon point parce que aujourd'hui, moi je pense que le point le plus dur, c'est effectivement la sécurité et les obstacles pour lesquels les capteurs, moi je trouve, dont on dispose, que sont les caméras 2D, 3D, donc qui sont un peu sensibles aux conditions de luminosité, les lasers qui ne couvrent pas tout, les capteurs ultrasons qui sont finalement pas très fiables. Et en combinant les trois, on n'est pas encore au mieux de ce qui pourrait être fait dans la détection de personnes. Et oui, il ne faut pas s'imaginer qu'un système automatique, il est meilleur qu'un conducteur. Il y a toute cette partie prédiction du risque qui est très, très important. Enfin, je donne un exemple à La Rochelle, par exemple, pour des gens, des piétons qui pouvaient sortir de derrière des haies ou des choses comme ça. Quand ils se jettent sous un véhicule autonome, le résultat, c'est le même. On n'a pas le temps de freiner ni de détecter et l'accident est là. Donc, en fait, il faut prévoir ces situations à risque en ralentissant au passage piéton, mais finalement, c'est ce qu'on doit tous faire quand on conduit notre voiture. Et oui, il y a encore des progrès à faire dans la détection des obstacles mobiles et des personnes. C'est pas mal, mais ce n'est pas encore parfait, hein. Merci. Alors, je prends une deuxième question qui arrive. Donc, la question, c'est malgré la faisabilité technique des véhicules autonomes off-road, pourquoi ce n'est pas encore adopté de manière globale, de votre point de vue? Ça a énormément progressé. Enfin, on a été un peu en difficulté technologique jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps. Aujourd'hui, je pense que la technologie est arrivée quand même à maturité et maintenant, il faut que les utilisateurs, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est de transformer les processus les processus existants en intégrant des robots. Je m'explique, hein, sur les robots militaires qui sont développés pour les fantassins, parce qu'on travaille là-dessus, en fait, on ne sait pas calquer l'usage du robot sur les doctrines actuelles. Donc, en fait, il faut que l'armée reprenne sa doctrine du fantassin et de l'exploration du fantassin en utilisant des robots, et ça remet en cause en fait tous les processus. Et aujourd'hui, qu'on a la technologie, il faut que les utilisateurs travaillent ces processus en intégrant le robot dedans, et c'est forcément une évolution, quoi. Un véhicule robotisé, comme je disais, ça ne marche pas comme un véhicule avec quelqu'un à bord. Donc maintenant, je dirais, dans les usages et dans l'acceptation du principe d'utiliser des véhicules robotisés qu'il faut qu'on travaille pour convaincre les gens de basculer et de passer par les étapes, toutes les étapes de réflexion nécessaires pour y arriver.
On a le temps pour une dernière question, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, mais on les reprendra en fin de webinaire avec le temps disponible. J'ai une question qui a été posée dans le chat. D'un point de vue réglementaire, alors vous avez évoqué les sujets de directive machine, hein, et donc la question, c'est d'un point de vue réglementaire, comment on parvient à se conformer en fait avec cette directive. Entre guillemets, dans le point d'interrogation, c'est avec des bumpers, point d'interrogation. Alors, nous, on travaille, c'est systématique à chaque fois qu'on démarre un projet. On travaille essentiellement avec la PAV, on a travaillé avec d'autres. La PAV fait l'audit réglementaire, c'est-à-dire on lui présente le cas d'usage, le véhicule, et il dit, voilà, dans la réglementation, vous devez dépendre de telle directive, telle directive, telle directive. Et donc, après, on analyse ensemble la directive et on déroule les solutions qu'on apporte aux questions pour monter en conformité avec cette directive. Alors oui, le bumper, ça ne suffit pas. On ne va pas détecter des gens avec le bumper. Le principe, c'est un peu ce que je disais sur la navigation, c'est la redondance et la fusion. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un premier moyen de détection qui est plutôt le laser ou la caméra, bah, des fois, il en faut un deuxième quand celui défaille. Et le troisième, c'est le bumper qui garantit, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des gens, on a été obligé de le mettre, qui garantit qu'on touche la personne, mais qu'on s'arrête sans la blesser. D'accord, très bien. Écoutez, merci, merci Vincent, et puis vous restez avec nous pour le temps de questions-réponses à l'issue du webinaire. Bien sûr. Merci encore. Je vais passer la main à Yacine Tamoudi pour la deuxième intervention. Bonjour à tous. Merci Yacine. Je coupe ma vidéo, puis tu peux faire le partage d'écran. Ensuite, alors, je pense que vous devez voir mon écran. Oui, c'est bon Yacine. Alors, j'ai perdu le contrôle, c'est pas grave. Alors, bonjour à tous, donc Yacine Tamoudi, je suis le responsable de l'activité cybersécurité à Kereval. Alors, je vais très rapidement représenter Kereval. Kereval, on est un laboratoire de tests logiciels. Notre métier, c'est vraiment la qualité logicielle, pure player de tests logiciels. Une soixantaine de collaborateurs. On a 19, bientôt 20 ans d'expérience. Et on travaille aussi pas mal en rapport avec l'innovation. Globalement, nos secteurs d'activité, une grosse part sur la santé, mais on travaille aussi dans le secteur de l'industrie avec des acteurs du véhicule on-road et off-road, principalement donc, des BSA, des Axema et des sociétés de ce type-là, et notamment dans le domaine de l'interopérabilité et de la cybersécurité. Globalement, nos activités, ça va tourner autour du test logiciel. On va faire du conseil, de l'exécution jusqu'au développement de bandes tests spécifiques sur les aspects cybersécurité et interopérabilité. Sur les aspects, par exemple, développement de bandes tests, on peut le faire sur des choses très spécifiques comme l'intelligence artificielle. On en a parlé, je pense, dans la présentation précédente. Maintenant, de plus en plus de systèmes utilisent des composants qui permettent de faire de la reconnaissance d'objets pour du pilotage du véhicule automatique ou même de l'off-road pour du comptage de personnes. Et nous, on conçoit des bandes tests qui permettent de valider que ces algorithmes d'intelligence artificielle ne sont pas sensibles aux conditions de luminosité, de matériel, de qualité de caméra, etc. Donc, ça, c'est des petits exemples de bandes tests qu'on peut faire dans des contextes spécifiques. Mais à côté de ça, notre activité principale, c'est vraiment le test et l'évaluation. Dans le domaine de l'interopérabilité, ce qu'on fait par exemple, c'est
la conformité par rapport à des standards comme ISOBUS, qui sont des standards de communication de bus de terrain et d'échange de données dans les tracteurs, dans l'agroéquipement. Et dans la cybersécurité, je vais faire un petit focus parce que c'est l'objet de la présentation. On est PACI, prestataire d'audit en cybersécurité, et on a une spécialité particulière sur le véhicule et sur l'embarqué, et on propose de l'audit organisationnel et de l'accompagnement pour la mise en place d'une démarche cybersécurité au sein d'un projet d'une entreprise, ou du test technique de véhicules, de calculateurs ou de systèmes débarqués. Alors, de quoi je vais parler aujourd'hui? Donc là, sur la prise il y a une prise de conscience. Donc la cybersécurité, on sait que c'est quelque chose d'important, et on a pu le voir depuis de nombreuses années, principalement dans le domaine de tout ce qui est débarqué, de tout ce qui est cloud. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a une prise de conscience depuis pas mal de temps. La vulnérabilité des données qui sont hébergées sur les systèmes, dans les systèmes d'information d'une entreprise, tout ce qui est exposé, la messagerie, etc. Par contre, je pense que dans toute une période, tout ce qui était l'embarqué, c'est-à-dire les systèmes à bord des véhicules, les systèmes, là on peut voir des pacemakers ou même des petits objets connectés qui vont se retrouver, par exemple, dans une smart home, ou des poupées connectées, par exemple. Ça a été un peu mis de côté pendant un certain temps, et il y a eu des événements qui ont permis de les remettre sur le devant de la scène. En particulier, par exemple, dans le domaine des devices médicaux, il y a une petite dizaine d'années, un chercheur qui avait pu montrer qu'il était capable de hacker sa propre pompe à oxygène dans une conférence en direct, et de s'injecter, s'il le voulait, des doses létales à distance. Et donc ça a contribué à la prise de conscience dans ce domaine-là. Et dans le domaine du véhicule, plutôt de l'on-road, même s'ils l'ont transformé en véhicule off-road dans l'expérimentation et dans ce cas de hacking, où ils ont réussi, des chercheurs avaient réussi en 2015 à prendre le contrôle d'un véhicule, à le faire dévier pour le faire sortir de la route par, là aussi, une prise de contrôle totalement à distance. Et ça, c'est des événements qui ont pu justement accroître la maturité, on va dire, de ces différents secteurs. Et ce qu'on a pu voir sur les dernières années, c'est une réponse normative, une prise de conscience, et beaucoup de standards qui commencent à voir le jour. Alors, dans le domaine des standards de l'IoT grand public, comme les référentiels ETSI, dans le domaine des devices médicaux, alors plutôt des normes aussi américaines qui sont sorties, dans le monde industriel, tout ce qui est industrie 4.0, tout ce qui est automates programmables qui vont être inclus dans des usines et des circuits de production, et dans le domaine de l'automobile. Donc ça, c'est aussi très récent, une directive européenne qui va s'appliquer à partir de mi-2022, et qui va obliger à faire une homologation de cybersécurité sur tous les véhicules sur le marché européen, donc l'UNR 155. Et à côté de ça, des normes ISO qui voient le jour pour justement permettre de garantir la compatibilité de tout le cycle de production des constructeurs et des véhicules en eux-mêmes à ces référentiels-là. Et c'est des choses qui impactent même tous les fournisseurs, parce que pour être compatible avec ces directives européennes, les constructeurs vont, pour la grande partie, être compatibles avec ces normes, et demander à tous leurs fournisseurs d'être compatibles avec la norme, par exemple 21464, et tout ça se propage. Donc, c'est une prise de conscience et cette montée en puissance de ces normes et de ces référentiels qui deviennent, dans certains cas, même obligatoires. Et ces standards, en général, on va retrouver des grosses briques qui sont assez similaires, où on a des réponses organisationnelles et des réponses techniques à apporter pour protéger tout le cycle de développement et l'objet en lui-même.
Pour faire un petit focus, commencer sur la partie, je vais regarder la norme, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses similaires entre ces différents référentiels, mais sur la 21434, qui est la norme ISO applicable dans le domaine de l'automobile on-road, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme leçon, quelles sont les recommandations? Alors, on voit que là, ça prend en part, comme j'ai dit, une partie organisationnelle, gestion de la cybersécurité organisationnelle, parce que la cybersécurité, implémenter de la cybersécurité dans un produit et dans ses activités, ça demande du temps et ça demande des personnes. Donc ça en général, c'est des choses qui vont devoir être mises en place à ce niveau-là. Ça demande aussi d'affecter du temps sur les projets de développement de véhicules. C'est des choses aussi sur lesquelles il y a la cybersécurité, c'est quelque chose qui bouge. Il y a des vulnérabilités qui apparaissent sur des surfaces d'attaque assez fréquemment, comme on peut le voir avec les dernières vulnérabilités sur Log4j qui impactent quasiment tous les systèmes Java qu'ils utilisent. C'est des vulnérabilités qui existaient depuis très longtemps, qui étaient présentes, mais pour lesquelles il n'y avait pas de connaissances. Et donc, la publication de ce type de vulnérabilité doit faire l'objet d'une démarche d'analyse d'impact et de sécurisation si besoin, parce que c'est des vulnérabilités qui peuvent être critiques. Et donc, il faut qu'aussi, au niveau du management et de l'organisation de la cybersécurité, qu'on ait ces activités de veille qui soient prévues. Et enfin, quelles sont les mesures aussi vraiment sur le développement d'un produit particulier, d'un véhicule? On va retrouver des mesures dans la phase de conception, avec évidemment le design et comment on va trouver ces exigences de sécurité. Donc, en général, on les retrouve par deux biais. Là, le premier qui va être la partie analyse de risque. Donc, c'est toujours important d'être basé sur les risques quand on va, pour bien adapter la sécurité aux problématiques du produit qu'on va mettre sur le marché. Et aussi, c'est utile de croiser ça avec des bases de connaissances, des bases d'exigences et la connaissance des menaces actuelles sur un produit ou dans un secteur particulier. Ensuite, une fois qu'on a pu élucider ces exigences, on va retrouver la spécification de sécurité et les tests associés, les tests qui peuvent être des revues de code, mais du fuzzing, du test d'intrusion, de l'audit d'architecture. Et tout ça doit venir apporter des preuves et apporter de la maturité sur le produit qui va être mis en circulation. Et enfin, lors d'une phase qui est, l'intervenant précédent en a parlé, mais le maintien en conditions de sécurité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté. On est sur des véhicules qui vont avoir une durée de vie qui est assez longue. Et il y a eu la mise à jour les possibilités de mise à jour à distance doivent être possibles, ou au moins des mises de mise à jour déconnectées si jamais la première n'est pas possible. Et on se retrouve des fois dans des cas où on a commandé un composant, un calculateur chez un fournisseur. Après le projet, le fournisseur a dû réorganiser son équipe et n'a plus les capacités pour corriger des vulnérabilités. Et si jamais il y a un problème de sécurité qui apparaît sur ce calculateur particulier, on se retrouve sans possibilité de corriger la faille, ou alors ça demande de remplacer totalement le calculateur, de remettre une équipe, donc des coûts qui sont rédhibitoires. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre et que ces normes-là préconisent sur la mise en place justement de sécurité au sein d'une organisation et d'un projet. Maintenant, en ce qui concerne les tests de sécurité, alors ça, dans le domaine de l'embarqué du véhicule, il y a toute une complexité parce qu'on est sur une croisée d'expertise qui est difficile forcément à rencontrer, donc souvent de passer par des spécialistes. Nous, c'est ce qu'on fait. On propose des services de tests d'intrusion pour aller évaluer la cybersécurité de véhicules dans leur totalité ou de calculateurs. Et en général, pour donner une vision un peu de ce que ça représente des compétences sur évidemment le logiciel embarqué. On a de plus en plus de composants avec des Linux, de ce genre de système. Et donc, ça demande aussi, comme c'est des objets qui sont déployés un peu partout, d'avoir des notions de secure boot, de cloisonnement des droits. On a
des binaires qui vont être distribués, de pouvoir les analyser pour retrouver des vulnérabilités. Mais on a aussi une partie radio, que ce soit les tracteurs, les véhicules connectés, et je ne parle pas des véhicules autonomes. On a évidemment de plus en plus de connexions qui peuvent être Wi-Fi, Bluetooth, qui peuvent être tout ce qui est V2X, connexion à 5G et tout autre protocole qu'on peut imaginer. Et ça représente une possibilité pour l'attaquant d'aller rentrer sur le système et de pouvoir provoquer des événements redoutés, des événements critiques pour la sécurité d'une personne ou de pouvoir prendre le contrôle de changer les paramètres de d'épandage d'un véhicule, par exemple d'un tracteur, qui peut provoquer avoir des conséquences sur la sécurité environnementale. On peut imaginer toutes sortes de conséquences à partir d'une exploitation à distance. Et ça, là aussi, ça demande du matériel et aussi de pouvoir évaluer la résistance cyber de ces intrusions à distance via ces protocoles sans fil. La sécurité matérielle, avec tout ce qui est, évidemment, ces produits sont distribués, on a des clés qui sont souvent, qui servent à la communication radio, qui sont intégrées, il faut vérifier que ces clés sont bien protégées, qu'on ne peut pas prendre un véhicule d'une marque ou un calculateur, extraire la clé et l'attaquer à un autre véhicule. Donc ça, c'est des éléments qui sont à évaluer. Et évidemment, l'aspect véhicule, l'injection de messages sur les entrées diagnostiques, sur les protocoles CAN de transmission, sur la sécurité d'une architecture, donc de bien vérifier, c'est ce qui avait été le cas dans la Jeep Cherokee, où tous les calculateurs, que ce soit moteur ou infotainment, qui permettaient à la communication, étaient sur le même réseau. Et donc la compromission d'un de ces calculateurs entraînait justement le fait de pouvoir envoyer des messages malicieux et directement sur les calculateurs moteurs. Et ça demande c'est une difficulté et il faut faire apparaître justement, on doit faire appel à des spécialistes, parce que c'est difficile d'avoir les personnes qui sont capables d'effectuer tous ces tests-là dans chaque entreprise. Hein. Et c'est des tests qui peuvent être coûteux. Et donc, quand on travaille, nous, avec des clients, il y a la nécessité de pouvoir faire cette phase de test en bout de chaîne, mais le long du cycle de développement, de mettre en place au moins des tests qui sont automatisés pour vérifier au moins un maximum de points qui pourraient survenir lors du développement. Et ça, c'est le genre d'architecture qu'on peut mettre en place, où on va mettre en place des systèmes de gestion de tests avec une base de données d'exigences issue de ces normes et qu'on va interfacer avec de l'ordonnancement et tout un tas d'outils qui vont pouvoir agir sur une carte instrumentée, à partir d'actuateurs sur le CAN, à partir de systèmes de test, de harnais de test qui permettent de simuler toute une partie de radio logiciel ou d'interface radio. Et justement, tout cet outillage va permettre d'automatiser certains de ces tests de fuzzing, de tests de boîte de brute force pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité le long du cycle de développement. Et ça, c'est des choses qui sont plus simples, une fois que c'est mis en place, à prendre en compte pour les gens qui sont dans le développement et dans la gestion de projets sans être forcément experts sécurité de toutes les briques que j'ai exposées sur la slide précédente. Enfin, là, je vous ai parlé un peu des différents types de choses qu'on fait. Et là, pour finir, ce que je voulais, c'était revenir sur un petit cas d'étude pour montrer un peu ce que ça peut représenter la cybersécurité et quels sont les tests, quelles sont les vulnérabilités auxquelles on peut rencontrer sur des systèmes de véhicules connectés et quels sont les tests qu'on peut imaginer sur ces cas d'étude pour répondre à ce genre de problématiques. Donc là, c'était un cas réel où un véhicule avait un module de connectivité qui permettait justement de faire de la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, qui était connecté via USB au système infotainment de base qui permettait de gérer toute cette communication. Et donc, il y avait un routage entre ce système qui gère la communication et ce système qui génère toutes les fonctions avancées dans un véhicule. Et l'attaque qui a pu être découverte par des chercheurs, c'est justement de pouvoir que ce composant Wi-Fi était sensible
à certains messages malicieux et qui permettait d'avoir une exécution de code sur le contrôleur Wi-Fi. Et à partir d'une exécution de code par ce contrôleur Wi-Fi, on pouvait remonter par l'envoi de messages malicieux au système hôte et à corrompre un driver pour avoir le contrôle de ce système. Et quand on avait le contrôle de ce système, eh bien, c'était un système qui était branché sur le CAN et on avait la possibilité d'envoyer des messages CAN arbitraires et de provoquer toutes sortes d'effets indésirables. Donc là, on voit que c'était une attaque complexe qui prend en compte cette connectivité Wi-Fi au niveau du contrôleur et des problématiques aussi au niveau du durcissement du système hôte qui gérait toutes les fonctions complexes et l'intelligence. Et quels sont les tests qu'on aurait pu imaginer qui auraient pu répondre à ce genre détecter ces problèmes avant une mise en production, par exemple? Eh bien, tout simplement des tests par fuzzing, parce que les tests par fuzzing permettent d'identifier plus facilement les tests sur les crashs, par exemple, de puces qui servent à la communication, comme le Wi-Fi ou même le CAN ou d'autres types de communication distante. Les tests où on va tester les valeurs limites sur certains messages. Là, c'était certains messages Wi-Fi qui génèrent mal la taille. Donc là, dans certains cas, ça te donne de prendre en compte les modèles de protocoles pour pouvoir aller travailler sur ces tests limites et trouver des tests qui font crasher la plateforme en face et qui peuvent être à l'origine de problématiques de sécurité. L'audit de configuration, ça c'est des choses quand on embarque de l'intelligence, des OS embarqués pour vérifier qu'on n'a pas de versions qui sont obsolètes, vulnérables et sur lesquelles on peut rebondir pour accéder après plus profondément au système du véhicule. Et évidemment, la recherche de composants avec des vulnérabilités connues, c'est quelque chose qui est automatisable et qu'on peut faire et qui est à faire. Et là, dans ce cas-là, c'était des vulnérabilités qui n'étaient pas connues, mais qui sont... c'est une étape, évidemment, qu'on ne peut pas négliger. Et l'analyse statique, évidemment, ça, quand on fait du code, qu'on veut aller un peu plus loin, qu'on a des besoins de sécurité, l'analyse statique permet de remonter tout un tas de problématiques de sécurité ou de problématiques dans le codage, la programmation de systèmes embarqués. Et donc, tous ces tests dont je vous ai parlé sont automatisables au moins en partie. Par contre, évidemment, ce qui est difficilement automatisable, c'est le fait d'avoir un chemin complet pour montrer qu'une attaque est possible. Et c'est pour ça qu'on préconise en fin de boucle avec des phases de pen test, évidemment. Et pour terminer, donc en conclusion de ma présentation, comme dans tout ce qui est test logiciel, vulnérabilité, problématiques de sécurité, plus on les trouve tôt et plus elles sont faciles et moins ça coûte pour les corriger. Et ça, on le voit à plus forte raison quand on est vraiment en mode post-production. Là, ça peut devenir infâme à prendre en compte une vulnérabilité. Ça peut demander des rappels et des fois, comme je le disais, il n'y a pas forcément les équipes pour pouvoir travailler sur la correction de ces problématiques. La mise en place d'outillage permet aussi d'automatiser une partie des tests. Ça permet de s'approprier sans avoir forcément recours à des experts pour la mise en place de ces tests de cybersécurité. Et ça peut répondre à toutes ces problématiques. Mais ces phases de pen test restent une étape obligatoire en fin de chaîne pour valider quand on a des composants avec des sécurités, où on a de fortes exigences de sécurité. Et enfin, évidemment, tout ça, j'en ai reparlé au début, mais ça doit être placé dans un cadre aussi de démarche sécurité au niveau d'une entreprise et au niveau des projets. Voilà, j'ai terminé pour la présentation. Je pense qu'au niveau de temps, ça doit être à peu près bon. C'est parfait, Yacine. Merci pour ta présentation. On a une question au niveau du chat. Ça concerne le référentiel réglementaire cyber pour tout ce qui est machine off-road. Est-ce que c'est envisagé ou obligatoire? C'est-à-dire la question, c'est par rapport à des véhicules et des applications sur route publique ouverte, est-ce qu'il y a une obligation ou un cadre réglementaire précis sur la gestion cyber?
Je connais plus l'on-road, et là, pour le coup, donc, ça, j'en ai parlé, il y en a vraiment. Sans être un spécialiste, je ne crois pas que pour l'instant, on parlait de la directive machine, qu'il y ait des obligations. C'est plus, en termes de réglementaire, je crois que pour l'instant, ça reste assez léger, mais il y a peut-être des personnes qui connaissent ça mieux que moi. En général, c'est plutôt quand on a des, euh, des personnes aussi qui viennent nous voir pour des tests de sécurité, c'est pas tant pour des questions réglementaires aussi, mais pour des problématiques aussi d'image. C'est quand on vient mettre de la nouvelle connectivité sur un véhicule, sur un tracteur avec des nouvelles fonctions, pouvoir contrôler, par exemple, par téléphone, euh, certaines fonctions de pilotage. On n'a pas envie justement qu'il y ait le contre-coup de communication et qui fait, bah, tiens, un hacker a pu trouver une vulnérabilité qui permet de prendre le contrôle à distance et que ça fasse un effet de bord un peu sur ces nouvelles fonctionnalités qu'on essaie de mettre en place. Et merci. Oui, on imagine très bien les dégâts d'un tracteur piloté à distance en phase de récolte, par exemple, ce que ça peut générer en termes de perte de chiffre d'affaires. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions à ce stade. Encore merci, Yacine. Tu restes avec nous pour je reste disponible à la fin. Ouais, voilà. Je te remercie. Et puis, on va passer la main du coup à Philippe de l'INRAE et Dieumay de Sherpa Engineering pour la dernière présentation de cette session. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Philippe Héritier, INRAE. Moi, c'est Dieumay Denis de Sherpa Engineering. Je suis chef de projet à Sherpa sur les systèmes autonomes avancés. Sherpa, juste avant, 2 mots sur Sherpa. On est une société d'ingénierie créée il y a plus de 20 ans. On a notre siège social qui est à Nanterre et on a un site à Nantes et un site à Clermont-Ferrand. À Sherpa, on travaille principalement sur la modélisation et simulation et la commande des systèmes complexes, principalement dans l'automobile et l'aéronautique. Et depuis quelques temps, dans une logique de diversification de nos activités, on travaille également dans la robotique agricole. Donc, aujourd'hui, on est entreprise référente au sein de la plateforme AgroTechnopole dont on va vous parler, opérateur d'essai sur ces aspects-là. Oui, donc moi je suis Philippe Héritier, donc moi je travaille à INRAE, je suis ingénieur robotique et système donc dans une équipe qui développe notamment des algorithmes pour l'évolution des robots et le suivi de trajectoire notamment, robots off-road. Et donc on va vous parler donc de ces aspects d'évaluation des performances des fonctions, notamment de sécurité. Alors, on mène des travaux autour de la performance des fonctions, pas que de sécurité, mais en tous les cas, c'est le sujet aujourd'hui. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, ces travaux, ils sont menés dans le cadre d'une nouvelle plateforme qui s'appelle l'AgroTechnopole. L'AgroTechnopole, en fait, c'est une plateforme ouverte qui vise à développer de nouvelles solutions technologiques pour la transition agroécologique. Donc, en fait, elle est constituée de différentes parties, mais notamment des partenaires académiques, des universitaires, des entreprises privées aussi, qui ont souhaité rejoindre cette plateforme. Et donc, le but, c'est d'accompagner la filière et de répondre à un certain nombre de questions de recherche notamment, mais d'ingénierie aussi. Et donc, les 4 axes principaux, c'est la robotique agricole et off-road. C'est tout ce qui est technologie et services pour les machines de fertilisation et de semis. C'est aussi des travaux autour de l'IoT, des systèmes d'information, donc toujours autour de l'agriculture. Et puis, un gros aspect qui est plutôt la phase technologie et services pour limiter les impacts environnementaux avec 3 sous-axes qui sont les interactions sol-machine, les consommations d'énergie et la décarbonation, et puis donc tout ce qui est technique de désherbage alternatif. Et donc, voilà, c'est ce qu'expliquait un petit peu Dieumay juste avant, mais donc INRAE et Sherpa joignent leurs forces en fait dans le cadre de l'AgroTechnopole sous forme d'un laboratoire commun. Donc, c'est vraiment un travail très, très, très proche pour pouvoir partager nos compétences et aussi notre matériel.
Alors, en fait, on conduit les travaux autour du développement de protocoles de test, de la méthodologie, autour de la conception, de la validation des robots, pour la conception des robots. On travaille aussi sur des aspects de modélisation, d'environnement de simulation, de jumeaux numériques, toujours pour aider au développement de ces robots off-road. Et puis, on travaille aussi dans le cadre de ce laboratoire commun, sur de la modélisation couplée avec des analyses de cycle de vie. Tout ça pour évaluer, bien sûr, les impacts environnementaux que peuvent avoir des pratiques, que peuvent avoir de l'agriculture, en tous les cas, l'activité de robots dans des pratiques culturelles. Donc voilà un peu le spectre et le scope sur lequel on peut travailler dans le cadre de ce laboratoire commun. Et c'est la raison pour laquelle on vous présente conjointement ces travaux aujourd'hui. Donc, en fait, la motivation, elle est née en 2019 dans le cadre de cette plateforme, suite à une étude qui a été menée dans le cadre de RoboAgri, qui s'appelle SolRob A, et dont le but de l'objectif, c'était d'identifier en fait les besoins de la robotique et les problématiques qui pouvaient naître dans ce travail. Et donc, les conclusions qui ressortent sont que donc, la sécurité des robots est une préoccupation majeure pour des aspects de production, mais aussi de marketing, et que les constructeurs, ils ont besoin notamment de structures de test et pour évaluer la sécurité. Donc, on va vous parler de 3 protocoles principalement. Donc, un premier protocole qui vise à détecter et éviter la collision par rapport à des obstacles, donc toujours dans des buts de sécurité, dans un but de sécurité pour garantir la sécurité notamment des personnes. Ensuite, on vous parlera d'un test qui s'appelle ARPA2 qui vise à évaluer les performances des systèmes de détection justement dans des conditions difficiles. Alors, on en a entendu parler un petit peu de ces aspects de détection qui sont très importants. Et donc, le fait d'être perturbé par des perturbations externes, notamment climatologiques, là, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et puis, donc, on vous parlera aussi d'un troisième aspect qui est comment on garantit qu'un véhicule agricole, par exemple, il reste bien dans sa zone de travail et qu'il ne va pas aller faire une excursion, par exemple, sur un chemin ou pire, sur une route, et donc là aussi engendrer des dangers. Donc, juste avant de faire un focus, juste avant de passer sur les protocoles, on va faire un petit focus sur la méthodologie. Donc après, il y a différents cas de figure, mais dans le cas si on vise à développer un protocole un petit peu partagé par tous, la première chose, c'est bien sûr de constituer un espèce de groupe de travail pour être critique et avoir vraiment des points de vue différents sur la mise au point de ces protocoles, donc qui regroupe notamment des centres de test, des constructeurs de machines, mais aussi des autorités. Et donc, ça, c'est le premier point. Alors, ça peut se faire aussi en B2B, si nécessaire, suivant le cas. Il y a une étape clé qui est de bien identifier la fonction, son périmètre. Ça, c'est très important, et l'architecture qui va avec, parce que derrière va en découler un certain nombre de défaillances possibles. Et donc, ça, c'est un point clé dans ce travail-là. Et puis, donc après, il y a toute la phase de conception du protocole. Donc, on le base, ce protocole test, souvent, on va le baser par rapport à des documents de référence. Donc, ça peut être des normes. C'est ce qu'on a fait notamment dans ce travail qu'on va vous présenter, mais aussi par rapport à des directives qui donnent un certain nombre de préconisations. Ensuite, il y a un autre point important, qui est très important même, c'est l'évaluation des modes de défaillance et de leur effet, notamment sur la fonction. Donc ça, c'est un travail préliminaire qui nécessite donc, comme je vous le disais juste précédemment, de bien connaître la fonction. Et ce travail un petit peu global, il est important parce qu'après, il va permettre de classifier quels sont les effets probables des différents facteurs d'impact et donc ensuite d'orienter le protocole de test vers le contrôle d'un certain nombre de paramètres qui sont clés. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un travail d'édition d'un premier draft de protocole et puis des premiers essais avec des premiers robots off-road. Et ensuite, suite à ces premiers essais, une révision et puis ensuite une itération avec d'autres robots, idéalement, pour aboutir vers un protocole qui est le plus robuste possible.
donc maintenant, on va switcher sur la partie ARPA 1. Donc, moi, je vous rappelle que l'objectif d'ARPA 1, c'est donc de détecter un obstacle et de faire en sorte que le robot se mette dans un état de sécurité. Si jamais cet obstacle se trouve dans sa zone d'évolution. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ce que préconise notamment cette norme, c'est qu'il y ait deux zones, une zone de danger et une zone d'alerte. La zone de danger étant finalement une sous-partie de la zone d'alerte. Hein. Et donc, ce que dit la norme, en gros, c'est que si un obstacle qui est détecté dans cette zone de danger, eh bien, la machine doit se mettre dans un état de sécurité donné, défini par le constructeur, et elle doit émettre notamment un son, soit une alarme visuelle. Et donc, elle doit stopper, dixit la norme, tout mouvement. Alors, ce travail d'analyse des modes de défaillance et de leur effet, on l'a réalisé sur ARPA 1, et donc ensuite on a retiré un certain nombre de facteurs clés pour éditer ce premier protocole. Et puis on s'est bien sûr basé sur les exigences relatives à la norme aussi. Et donc, on va dire les facteurs clés sont dans ce protocole d'utiliser un obstacle de référence selon la norme. Ça, c'est un premier travail qu'on a réalisé. Ça a ses inconvénients, mais en tous les cas, ça permet quand même de dresser un certain nombre de tests qui répondent à un certain standard. Ensuite, de faire varier la position de cet obstacle au regard de l'évolution de la machine, de bien monitorer la vitesse pendant le test, d'évaluer les variations de la trajectoire aussi, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, de bien enregistrer, bien sûr, dans quelles conditions sont réalisés les tests, c'est-à-dire notamment les versions hardware, software de la machine, la position des capteurs, ça c'est aussi des choses qui sont très importantes, leur orientation, parce que c'est des choses qui peuvent beaucoup influencer la réponse du système, et donc pour garantir ces fonctions de sécurité. Et puis, réaliser notamment aussi les tests avec des charges et des vitesses maximum. Et puis, bien sûr, d'enregistrer les conditions météorologiques et de sol pendant les tests. Donc, voilà. Ce test-là, en fait, il consiste dans une première étape. Donc, il utilise l'obstacle de référence, comme je vous le disais. Il consiste à apprendre à la machine autonome une trajectoire rectiligne. Et ensuite, on va répéter un certain nombre de fois les tests, 7 fois. Et on va successivement faire varier la position de l'obstacle, soit au centre, soit aux extrémités des zones de danger, donc sur toute la largeur de la machine. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, vous avez un outil qui est derrière la machine, et donc la zone de danger, elle correspond bien à la largeur finalement de l'outil de travail. Et donc, on va venir finalement couvrir l'ensemble de la zone de travail. Et pour la position 3, qui est une position en fait optionnelle, qui n'est pas systématique pour le test, eh bien, ça peut permettre aussi de voir comment la machine décide ou pas et quelle marge de manœuvre, quelle marge de sécurité on a par rapport à l'existence d'un obstacle légèrement en dehors de la zone d'évolution de la machine. Donc voilà, en termes de monitoring, en fait, on se dissocie notamment de tout ce qui est GPS, RTK, parce qu'on ne veut pas être lié au fonctionnement propre finalement des machines. Il y a beaucoup de machines qui utilisent aujourd'hui des systèmes GPS RT4 pour se positionner, et donc on se voulait d'avoir un instrument de référence précis et non perturbable d'un point de vue électromagnétique. Et donc on utilise un tracker laser. On vient disposer une cible sur la machine et on va suivre l'évolution de la machine tout au long de l'essai, ce qui nous permet d'enregistrer les vitesses et de regarder si elles sont bien conformes à nos conditions d'essai, et aussi d'enregistrer les variations latérales de trajectoire de la machine pour ensuite positionner notamment notre obstacle en position 3, donc légèrement en dehors de la zone d'évolution de la machine. Donc ici, vous avez un test qui a été réalisé dans le cadre de ce projet ARPA, là, qui est fait avec le robot de la société Vitibot. Et donc, vous avez l'essai grandeur nature. Et donc, en bleu, vous avez l'évolution d'une énergie cinétique pendant l'essai. Et puis, en rouge, vous avez l'évolution de la distance entre la machine et l'obstacle.
Donc, voilà comment se passe un essai. Donc là, ça se passe très, très bien. Et puis là, une autre illustration d'un autre essai réalisé avec un autre engin. Donc c'est le Tractor là, de Citia. Et donc ça a été des partenaires pour développer ces protocoles. Et donc voilà, ça se passe très bien. Et là, il y a une illustration à la fin de la vidéo qui montre que si la machine, en fait, elle estime que l'obstacle, c'est le cas ici, là, elle estime que son obstacle est en dehors de sa zone d'évolution, elle va pouvoir passer sans heurter l'obstacle. Donc voilà pour ce qui est de ARPA 1. Je vais maintenant laisser la parole à Diomé pour le reste de la présentation. Très bien, merci Philippe. Pour l'ARPA 2, disons, je rappelle l'objectif, ici, c'est d'évaluer les fonctions de sécurité ou de la performance du robot off-road pour être générique, ça peut être des robots agricoles ou autres, dans des conditions météorologiques dégradées ou difficiles. Donc, c'est basé toujours sur la norme ISO 18497. Donc, Philippe, vous en a déjà parlé. Je vais peut-être passer directement à la slide suivante. En gros, sur cet essai protocole ARPA 2, l'objectif, c'est d'évaluer différentes conditions, que ce soit en conditions de pluie, de brouillard. Pour la partie pluie, on a 5 niveaux de densité où on évalue la performance du système de détection. Et aussi, on va, pour la partie brouillard, étudier la saturation, encore la dispersion, avec 2 positions d'obstacles différentes dans chaque cas. Et l'obstacle de référence, puisqu'on est sur la norme ISO 18497, c'est toujours le même obstacle. Je rappelle qu'il est représentatif d'un humain assis. Comme l'a signalé Philippe tout à l'heure, il y a 2 zones. Il y a la zone d'arrêt d'urgence ou encore de running et la zone de danger. L'objectif, c'est de regarder dans des conditions météorologiques difficiles comment le robot détecte et les manœuvres détecte l'obstacle et les manœuvres qu'il arrive à mettre en place pour éviter une éventuelle collision avec l'obstacle. Par rapport à la trajectoire initiale sur laquelle est placé l'obstacle de référence. Ici, il faut dire que ces essais, on les réalise avec notre partenaire CEREMA. Ici, on vous montre le système réel où on est dans une chambre, le robot est mis en situation, on a la capacité de créer des conditions de pluie avec différentes densités et aussi des conditions de brouillard. Comme vous pouvez voir sur l'image, on voit qu'il y a du bruit qui est dû à la présence de brouillard. L'objectif, c'est de caractériser. Là, on a un système équipé de lidar. C'est de voir comment le système peut être difficile, dans une situation difficile de détection de l'obstacle, qui peut causer des situations de danger pour le robot ou pour les usagers autour du robot, que ce soit dans un champ agricole ou des robots militaires ou forestiers et autres. Là, on peut passer à l'ARPA. Très bien, ça met du temps à venir. Très bien, à l'ARPA 3, comme l'avait signalé Philippe au début, donc l'ARPA 3, c'est l'objectif de cet essai qui est basé encore, cette fois-ci, sur 2 normes, encore l'ISO 18497 et 17757, c'est de garantir les fonctions d'intégrité, de respect de la zone de travail par le robot. C'est ce qu'on appelle communément géofencing. Donc, il y a des exigences à respecter pour garantir ces conditions de travail. L'objectif, c'est que si le robot a travaillé dans un champ agricole, c'est de garantir que ça ne quitte pas l'espace de travail. Sur le mode opératoire, disons, il faut dire que ce travail a été réalisé
avec des industriels, en gros 3 industriels. On a imaginé ensemble une zone de travail avec une forme de baleine. L'objectif, il y a les constructeurs de Citia, Vitibot ou encore Agriculture qui ont participé à ce travail pour aboutir à ce mode opératoire pour la PA3. Là, on prend en compte la dimension du robot, c'est-à-dire que cette zone de travail spécifique avec la forme de baleine peut s'adapter en fonction de la dimension du robot. On a différentes zones. Il y a des zones de couloir à angle droit, des zones avec des arcs de cercle, des angles, que ce soit des angles obtus ou aigus. L'objectif, c'est de pouvoir couvrir différentes situations qu'on puisse rencontrer dans un champ agricole ou off-road pour être plus générique. On a 3 modes, si on passe à la slide suivante, on a 3 modes opératoires pour la réalisation de cet essai de sécurité. Donc, dans le premier mode, on demande au robot de faire une trajectoire un peu, je dirais, circulaire dans la zone de travail, tout en monitorant le robot pour s'assurer qu'il ne quitte pas ou ne sorte pas de la zone de travail prédéfinie. Il y a dans le deuxième mode où on demande au robot de faire le contour de la zone définie. Et troisième mode où là, on va donner des instructions au robot pour lui demander de traverser, de franchir la zone délimitée de travail. Donc là, l'objectif, c'est de voir en fait la performance du système, même en donnant des instructions au robot pour qu'il franchisse la zone limite de travail, on va pouvoir voir si le système est suffisamment robuste pour ne pas suivre les instructions données. On a réalisé des essais il faut dire qu'on a un centre d'expérimentation en Auvergne, dans l'Allier, de plusieurs hectares où on est équipé de drones et aussi des différents moyens de mesure que Philippe a montré tout à l'heure. Ici, on vous montre l'un des modes d'essai où le robot suit le contour. Il est équipé d'une cible qui est monitorée par les trackers laser et on a aussi des drones qui suivent le robot c'est-à-dire on a une évaluation qui est faite via les données mesurées par les trackers laser en post-traitement. Et aussi, on a une validation visuelle qui est faite par le drone qui suit le robot pour s'assurer que le robot ne franchisse pas la zone de travail. Donc, si on passe au point, il faut dire qu'aujourd'hui, cette offre d'essai est opérationnelle. Ça a été mis en place dans le cadre d'un gros projet européen avec différents constructeurs de robots que j'ai cités tout à l'heure, Citia, Agriculture ou encore Vitibot. Et on a déjà aussi travaillé avec des bêta-testeurs, des constructeurs de robots agricoles sur ces essais-là, c'est-à-dire que des constructeurs qui ont à livrer des robots sur des marchés américains et qui ont des exigences de certification. Donc, on a déjà travaillé avec eux pour garantir, pour valider en gros leur protocole. Et donc, les forces de ces essais, c'est que c'est fait en partenariat avec des constructeurs. Ce n'est pas un laboratoire qui fait son travail de son côté et après, on impose. Il y a eu un échange de base avec les industriels. Et aussi, c'est des protocoles qui sont basés sur des standards internationaux. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'INRAE est force des propositions, que ce soit au niveau de l'OCDE ou encore ISO, pour faire évoluer les normes existantes ou encore écrire de nouvelles normes. Donc, il est toujours souhaitable pour un constructeur de se targuer d'avoir des résultats de tests obtenus via une partie tierce ou
ou un centre d'essai, comme on l'est Sherpa et l'INRAE. Et on a aussi, comme Philippe l'a signalé au début, des appareils des mesures de haute précision. Et pour comme je n'ai pas la traduction en français, mais enfin, c'est un point important, le fait qu'on a la capacité de customiser nos essais. Par exemple, hier, on était en réunion avec Philippe, avec un constructeur de robots agricoles. C'est qu'ils ont développé un système de suivi pour s'assurer que le robot reste dans leur zone de travail. Donc, on va réaliser des essais pour eux, pour valider leur système, mais en prenant en compte des spécificités liées à leur système. Donc, si on passe maintenant aux perspectives, il y en a plein. Aujourd'hui, comme vous avez vu, je vous ai parlé de l'obstacle de référence que vous avez vu sur l'image, qui est représentatif d'un humain assis. L'objectif, c'est d'étendre en fait ces travaux sur l'ARPA 1 pour aller vers différents types d'obstacles, que ce soit des formes humaines mobiles, debout, et aussi travailler sur l'ARPA 2 dans des conditions de poussière pour les détections d'obstacles. Sur l'ARPA 3, on prévoit également d'améliorer les systèmes d'analyse de données actuels, et aussi sur la partie mode 3 où on force les robots à franchir la zone de travail. Et par exemple, Vincent, dans le premier exposé de ce webinaire, a parlé des systèmes IA dans la conception des robots. Donc, on prévoit également d'étendre le centre d'essai sur la caractérisation ou l'évaluation des performances des systèmes IA. Là, aujourd'hui, on vous a présenté un ensemble de tests pour caractériser que ce soit la sécurité ou la performance des robots. Mais pour aller plus loin vers la certification, il est nécessaire également de regarder des points comme le dossier de conception du robot, la sécurité fonctionnelle, la fiabilité ou encore la robustesse par rapport aux événements incertains qu'on peut rencontrer au niveau de l'environnement. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans cette perspective-là d'étendre les travaux existants, les systèmes de tests existants pour arriver vers un centre de certification dédié au monde agricole ou off-road plus globalement. Merci, j'espère avoir respecté le temps et on est prêt pour répondre à vos questions avec grand plaisir. Ouais, merci Dieudonné, merci Philippe pour l'intervention. En parallèle des questions, on va lancer dès maintenant un petit sondage pour l'ensemble des participants, voilà, pour recueillir à la fois vos avis et puis vos besoins. Donc, concernant les questions relatives à cette présentation, alors je pense que ça concerne l'ARPA 1. La zone d'alerte, alors la question c'est: la zone d'alerte a-t-elle un niveau de fiabilité requis? C'est évoqué suivant la norme ISO 13849. Ah oui, tout à fait. Je vais peut-être prendre la parole, Dieudonné, excuse-moi. Oui, tout à fait. En fait, ça va dépendre de l'analyse qui est faite au préalable. Donc, en fait, c'est le fabricant qui va évaluer le niveau de PL qui va être requis par rapport à sa situation. Et donc, voilà, ça va décliner du coup un certain nombre de prérogatives vis-à-vis de son architecture et notamment aussi vis-à-vis du niveau de performance requis pour l'aspect sécuritaire. Tout à fait. D'accord. Deuxième question, alors je les prends les unes à la suite des autres. Comment faire la différence pour un robot agricole entre un obstacle qui sera indésirable et une plante dont la présence est normale? Donc, ça recoupe, je pense, votre présentation et la présentation de Compile Robotics. Oui, tout à fait. C'est des questions qui sont clés, qui aujourd'hui sont vraiment des vraies questions sur lesquelles on n'a pas des réponses technologiques
toute faite. Ça nécessite notamment, de mon point de vue, de faire appel à de la fusion de données. C'est ça qui, visiblement, permettra de répondre à un certain nombre de questions, mais aussi l'IA, potentiellement, avec tous les aspects que ça pose comme question, notamment sur la capacité à certifier sa réponse, notamment. Et donc, par rapport à cette question, dans l'agriculture, on a deux choses. On peut avoir envie d'aller se rapprocher d'un objet finalement pour le traiter ou pour le manipuler. Et puis, on peut avoir envie de ne pas se rapprocher de cet obstacle parce qu'on le considère comme étant un humain ou un animal. Et donc, il y a des gros développements à faire de ce point de vue-là pour arriver à déceler, par exemple, un individu qui serait dans un rang de ligne, typiquement. Donc, des gros challenges et encore beaucoup de questions à apporter par rapport à ça. Beaucoup de réponses à apporter par rapport à ça. C'est une question pertinente. La question dans les instances, on a déjà discuté, par exemple, l'obstacle de référence qu'on a aujourd'hui selon la norme. Vous l'avez vu sur la présentation, c'est une sorte de tube, cylindre, qui représente un humain assis et on peut avoir d'autres situations comme un humain debout dans le champ ou encore s'il y a pour une quelconque malaise, l'agriculteur se trouve allongé dans le champ. Donc, c'est comment détecter. Donc, c'est pour ça, l'INRAE principalement intervient dans les instances internationales que j'ai citées tout à l'heure, ou encore l'OCDE ou encore l'ISO, pour faire évoluer les normes existantes pour aller vers différents types d'obstacles et aussi avoir des obstacles de référence qui puissent être différenciants par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans un champ agricole. D'accord. Je vais laisser à Vincent peut-être ajouter un élément sur le sujet, mais puis en parallèle, Vincent, il y avait une question qui était posée, on n'avait pas eu le temps de la prendre. Ça concernait le GPS et notamment, est-ce qu'il y a des cas d'usage de robots où ces pertes de GPS sont assez classiques ou en tout cas peuvent être très contraignantes dans le cas d'usage. Oui, sur la partie obstacles, c'est ce que je disais. Enfin, le point difficile aujourd'hui, c'est les obstacles. Là, déjà, on a un peu de mal avec les obstacles statiques. Alors, imaginez les obstacles dynamiques quand c'est des gamins qui courent devant ou qu'il faut s'asservir dessus. Je dirais valider, certifier des obstacles dynamiques, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, les technologies ne nous aident pas encore beaucoup à identifier ces obstacles. Donc oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il y a beaucoup de travail à faire encore. Après, ça oblige les utilisateurs de robots, parce qu'il faut bien les utiliser quand ce n'est pas parfait, à mettre en place des règles de sécurité autour de l'usage des robots pour justement ne pas faire apparaître ce genre de situation. Je prends un exemple tout simple. Dans la directive machine, quand on a fait Vulcania, on tournait dans le parc du parc d'attraction, on avait une chaussée goudronnée au milieu et il y a des gens qui traversaient ça. Et en fait, pour être conforme à la directive machine, on a mis une signalisation aux gens qui coupaient la route, comme on dit, attention, regardez à gauche, à droite avant de traverser la route. Voilà, on ne résoudra pas tout par la technique, il y a aussi l'organisation autour. Concernant le GPS, alors du signal GPS, il y en a assez souvent partout, mais quand on se guide avec le GPS, il faut du différentiel, il faut de la bonne réception. Quand on passe sous un pont, qu'on rentre dans un tunnel, on ne peut plus du tout asservir le véhicule sur l'éventuel bout de signal que l'on a. Donc, quand on le perd, il faut compléter ou commuter sur de l'inertiel ou sur de l'odométrie ou sur une combinaison des deux. Et il y a aussi dans les rues étroites dans la ville, le signal GPS il est tellement peu précis qu'on ne peut rien faire avec. D'où l'idée, quand on est dans des rues dans une ville, de mettre du SLAM, c'est-à-dire de modéliser les façades de bâtiments.
Ok, très bien. Je pense que la réponse donnée. On a une dernière question, parce qu'on parle beaucoup effectivement du côté sécuritaire et évaluation des obstacles. Il y a une question très large, hein, c'est qu'en est-il des robots entre eux? Alors ça fait peut-être écho à ce qu'on a pu voir sur les essaims de drones, etc., etc. Mais effectivement, est-ce que le contexte d'usage de multi-robots dans des applications type champ ou autres, ça pose d'autres problèmes additionnels en termes de sécurité ou de détection d'obstacles ou autre. Là, toujours un peu la même méthode, hein, finalement, qu'on peut employer. C'est toujours une analyse de risque globale qu'il faut faire, c'est-à-dire avec l'existence de plusieurs robots. Et après, voilà, il peut y avoir, comme l'expliquait Vincent, comment dire, des dispositions ou des actions qui soient organisationnelles, hein, pour couvrir l'ensemble, pour couvrir un certain nombre de risques en tous les cas. Et après, technologiquement parlant, le fait d'avoir plusieurs robots, ça permet aussi quand même d'avoir un certain nombre de renseignements, notamment leur position. Et donc, il peut y avoir des communications entre eux pour savoir où sont les robots et donc être capable de distinguer voilà, un robot d'un autre obstacle, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de choses, de développement qui sont possibles, de communication entre les différents systèmes, toujours pour servir la cause de la sécurité et donc faire des choses qui soient le plus réalistes possible et les moins gênantes non plus. Tout à fait, hein. Le principe de la supervision, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs robots, bon, ils peuvent se reconnaître entre eux, mais surtout, il y a un système qui visualise le positionnement des robots et qui permet en fait de sécuriser, par exemple, des zones exclusives où un couloir ou un seul robot peut passer. C'est le système de supervision qui rajoute cette couche supérieure de sécurité. Donc, c'est à la limite, c'est moins compliqué quand il y a plusieurs robots. Si on a un système de supervision, si on les lâche dans la nature, ben, sans coordination, c'est un poil plus compliqué. Voilà. Tout à fait. Pour abonder dans ce sens, quand on est en mode platooning, donc c'est-à-dire on peut avoir une flotte de robots dans le champ. Donc, il y a communication robot to robot. Donc, ça peut permettre d'avoir un guidage beaucoup plus optimisé. On peut avoir un système leader-suiveur. Il y a un premier robot qui est suiveur et qui communique les premières informations sur l'environnement et qui peut être transmise aux autres robots suiveurs et aussi, comme on le fait en mode routier, hein, d'avoir un système ACC, on essaie d'avoir une distance de sécurité entre les différents robots. On peut asservir les robots pour respecter ces genres de consignes, ou encore que ce soit une distance de sécurité latérale ou longitudinale. Donc, il y a aujourd'hui des techniques qui existent. Aujourd'hui, à Chapa, on a même déjà travaillé sur des systèmes de platooning de véhicules autonomes en plein Paris. Et c'est des systèmes qu'on peut transposer dans le mode robot off-road. Très bien. Merci, merci Diomet. Oui. Ouais, j'avais juste quelque chose à rajouter. J'avais juste vu une question dans le chat qui était comment pensez-vous évaluer des systèmes avec de l'IA, notamment classification de piétons? Et c'était juste pour dire que nous, en fait, alors il y a pas mal d'approches, certaines en boîte noire et d'autres en boîte blanche. C'est-à-dire, est-ce qu'on a accès au système IA en face? Et nous, justement, on fonctionne avec des technologies où on va simuler tout un tas de caractéristiques, par exemple de la caméra, qui peuvent être défaillantes, de l'environnement pour pouvoir travailler justement et évaluer les taux de détection dans des cas où justement on n'est pas dans des conditions optimales et évaluer les modes de fonctionnement. C'est juste un petit cas. Merci Yacine. Bah, tu vois, j'avais raté la question. Tu joues le rôle d'animateur, c'est parfait. Merci en tout cas. Il est 35, donc je remercie les participants qui sont encore présents. Je remercie évidemment vous quatre en tant qu'intervenants dans le webinaire. Et puis, je dis bientôt à tout le monde pour un futur webinaire, et notamment dans le domaine de l'off-road. En vous remerciant tous et vous souhaitant une bonne journée. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci à ID Forecast aussi. Merci. Merci.
Ça a répondu au sondage, tu sais, 28 personnes.